Je joue essentiellement à des jeux tradis. Ouais, essentiellement à des jeux tradis. Récemment, beaucoup de Warhammer. Donc là, je suis dans une bonne campagne. Et du coup, ce qui me plaît, c'est d'infuser un peu de l'alternativité. Je sais pas si le mot se dit, dans les parties, quoi. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire en ce moment avec ce que je produis en tant qu'auteur, quoi. Donc autant Terre de Sang, c'est vraiment alternatif à fond, autant ce qui va arriver, j'ai vraiment envie de mélanger les deux. Et j'ai l'impression de ne pas être le seul à être dans cette démarche-là, au vu des dernières sorties. La différence entre les jeux tradis et les jeux alternatifs, alors c'est une définition qui est ultra personnelle, quoi. Mais globalement, les jeux tradis, c'est les jeux qui donnent assez peu d'autorité, de liberté aux joueurs pour construire la fiction, quoi. À partir du moment où le meneur est un maître, je considère que c'est du jeu tradi. À partir du moment où le meneur commence à être un chef d'orchestre, ça part dans l'alternatif, et après on peut enlever le chef d'orchestre et on est en mode impro de jazz et ça marche aussi, tu vois. C'est vraiment la différence, c'est une différence qui est floue, hein, mais voilà, c'est ma définition perso. Donc du coup, j'ai commencé une série d'articles sur la méthodologie de création de jeux de rôle. À la base, c'était plus un trip, on va dire, intellectuel, me disant « Ok, est-ce que je suis capable de sortir une méthodo ?» Et petit à petit, c'est devenu, l'ambition s'est métamorphosée, c'est plus devenu quelque chose que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire que les gens avec qui je joue au jeu de rôle, ou les connaissances que j'ai qui font du jeu de rôle, sont encore dans un schéma qui est très traditionnel, ils sont assez peu ouverts sur ni les théories rôlistes, ni le jeu alternatif. Mais pourtant, c'est des choses que ces gens-là, globalement dans mon entourage, ils intuitent en fait. Ils ont cette intuition qu'il y a des choses, on peut faire des choses autour de ça. Et du coup, en partant de là, je me dis, moi, c'est un peu mon délire aussi, mais j'ai envie de vulgariser pour ces gens-là. Et en particulier, j'ai un ami qui a commencé à écrire un jeu de rôle, et qui est parti en mode j'écris un univers et puis je mettrai un système générique, etc. Et au fil, à mesure des discussions, on s'est rendu compte qu'on s'entendait sur comment écrire un jeu de rôle, mais que comme lui n'avait pas tout ce background théorique, il n'avait pas forcément à le dire, quoi, à le formuler. Et donc c'est dans cette optique de transmission que je me suis dit, voilà, comment est-ce qu'on peut transmettre ce genre de choses, et comment faire le lien entre la théorie, qui est vraiment très, très abstraite, et ce que je kiffe faire, c'est-à-dire créer des jeux, quoi. Et donc cette série d'articles, elle est dans cette veine-là de transmission et de vulgarisation, et je dis plein d'horreurs pour des gens un peu pointilleux dans ces articles, et ça me fait marrer. Ouais, concernant les jeux en ligne, c'est venu d'un constat très très pratique et pragmatique. J'ai 2 gamins, j'ai pas le temps d'aller jouer physiquement, etc. Et ça, c'est le premier constat. Et deuxième constat, du fait de la géographie, en fait, hein. Tu trouves pas forcément les joueurs qui correspondent à ton profil le plus proche de chez toi. Voilà. Et donc, en partant de là, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le net, et en fait c'est pas plus sorcier que ça, hein. On se connecte sur un logiciel de communication de groupe, quoi, et on s'aide en général de logiciels tiers, ce qui permet de partager des images, des musiques, et du coup la pratique qui en émane est assez je dirais est assez différente d'une partie autour de la table, puisque donc moi je joue sans caméra, donc on n'a que la voix. Il y a l'association entre le joueur et le personnage qui est vraiment très, très forte, en fait. C'est-à-dire que la voix que tu entends correspond au personnage. Après quelques séances, c'est quasiment automatique, quoi. T'as cette reconnaissance-là. Et ensuite, tu as les outils informatiques qui te permettent un petit peu d'améliorer, d'upgrader ta partie avec des images, des jetons, de la musique.
Donc tout ce qui fait que, quelque part, tu peux oublier qu'en face de toi, tu as une personne réelle qui correspond, dont la voix, les mimiques, la gestuelle, le physique ne correspond pas forcément au personnage, mais tout ça, c'est gommé par les outils en ligne, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. On va dire le désavantage, à contrario, on n'a pas tout ce qui est gestuel, on n'a pas la communication gestuelle qui fait partie intégrante d'une partie de jeu de rôle, quoi. Et donc là, du coup, il faut essayer de trouver un peu sa grammaire du jeu, de la communication, sans la communication verbale, et c'est tout aussi intéressant, quoi. Dans Terre de Sang, en fait, on joue des explorateurs. On va aller découvrir un nouveau continent. Et le truc, c'est que l'exploration, elle va pas être seulement physique, on va découvrir des endroits, mais on va également se découvrir en tant que personnage, quoi, lors de cette exploration. Donc c'est vraiment l'alliance, on va dire, entre l'exploration physique et l'exploration un peu psychologique. C'est un jeu qui peut être assez déstabilisant si on est là que pour le côté exploration physique. Comment dire, on se plonge vraiment dans la personnalité des protagonistes, quoi. Et c'est ça et quelque part, ce qu'on explore, le nouveau continent n'est qu'un reflet de notre psyché, en fait. Et c'est vraiment ça le cœur du jeu. J'ai découvert Vampire sur le tard, entre guillemets. Je ne fais pas partie de cette génération de gens qui ont découvert Vampire à sa sortie, Vampire la Mascarade. Et du coup, lorsque j'ai découvert Vampire, j'avais déjà le background un peu alternatif. Et il y a beaucoup d'aspects qui m'ont touché, en fait, dans ce jeu. Tout ce qui est l'introspection, comment jouer, comment interpréter un être qui est millénaire peut-être, toute la problématique autour de l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire en fait finalement que d'être humain, et tout ce qui est horreur personnelle, donc découverte de son inhumanité, en fait, de sa bête. Et ça, c'est des aspects qui existent dans Vampire la Mascarade, Vampire Requiem, mais qui, je trouve, sont assez mal mis en avant. Parce que les jeux sont peut-être un petit peu datés également, quoi. Et bon, quand on trouve pas sur le marché, on bricole dans son garage, quoi. Et c'est le but, enfin c'est l'origine, on va dire, du projet. Voilà. C'est un jeu donc que j'espère sortir cette année, qui s'appelle Damné, où en fait on va jouer des êtres immortels, et le but vraiment c'est d'explorer tout ce côté inhumain de ces êtres immortels, et ce que ça fait, et ce que ça fait d'avoir cette petite voix au fond de toi qui te dit que tu fais peut-être pas partie de cette communauté qui sont les humains, quoi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Si je devais partir sur une île déserte avec des potes et ne prendre qu'un seul jeu, ça serait Influenza. Et la raison, c'est que c'est le jeu qui m'a le plus inspiré dans mes productions, quoi. Et c'est le jeu qui m'a le plus inspiré de par ses techniques, de par son... parce que beaucoup de gens voient Influenza et les jeux de Thomas Munier comme des jeux univers, en fait, où l'univers est aussi important que les mécaniques. C'est marrant parce que moi, du coup, j'intègre beaucoup plus les mécaniques que l'univers. Après, ça peut être kiffant de se faire du Milvaux sur une île déserte, hein, ça je l'admets volontiers, mais ouais, tout ce qu'il a apporté en termes de gameplay, ouais, de règles de gameplay, de mécaniques de narration, ce qu'il a fait sur les jeux moraux, ça m'inspire beaucoup. En partie, ouais, ça m'inspire beaucoup, et du coup, Influenza, sans hésiter.